Voilà, bonsoir madame, bonsoir messieurs. Dans le cadre des recommandations de la Cour cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région des Grands Lacs, l'ONU organise dans quelques heures une grande conférence sur les investissements privés dans la région des Grands Lacs. Les participants, si vous voulez, les experts vont réfléchir sur les voies et moyens afin d'assurer l'intégration économique et régionale, la libre circulation des personnes et des capitaux, des biens également, la sécurité régionale et le financement du secteur privé, bien entendu. D'où les débats seront axés ce soir sur un thème assez éloquent à savoir, investir dans la région des Grands Lacs, faire les affaires, promouvoir la paix et le développement. Kinshasa, la capitale congolaise, accueille du 24 au 25 février 2016 la conférence sur les investissements du secteur privé dans la région des Grands Lacs, CISP. Une conférence régionale organisée par les Nations Unies et la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL, abritée par le gouvernement de la République démocratique du Congo sous les hauts patronages du président de la RDC, Joseph Kabila Kabange. La CISP, qui se veut un sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CIRGL, offre l'occasion de présenter le climat des affaires de la région en vue de promouvoir l'intégration régionale, la conférence et la coopération économique. La conférence constitue un élément clé de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région, signé par 13 pays à Addis Abeba, en Éthiopie, le 24 février 2013. La CISP, devant réunir les dirigeants politiques et les responsables du monde des affaires, sera le tout premier événement du genre pour cette région émergente et un catalyseur pour la coopération régionale. Elle pourra soutenir l'avancée sur le chemin d'une paix et d'une stabilité durable et d'un développement inclusif dans la région des Grands Lacs d'Afrique. Plus d'informations sur le site internet de la conférence www.psycinvest.com ou sur le site de l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI, www.investirenrdc.cd. Les Grands Lacs d'Afrique, une destination d'avenir pour les investissements. Bienvenidos, welcome, Danvido, bienvenue à Kinshasa. Merci donc à vous tous qui suivez cette émission. Et pour expliciter la question, trois personnalités sont présentes avec nous ce soir sur ces plateaux. Je les présente immédiatement tout en face de moi au milieu. Monsieur Raymond Tshibanda Tungamulongo, qui est ministre congolais des Affaires étrangères et de la coopération internationale. À sa droite, monsieur Saïd Djinit, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs. Merci également d'être avec nous dans cette émission. Et monsieur, si vous voulez, le professeur Toumba Loaba, qui est secrétaire général de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Merci également, professeur, d'avoir accepté l'invitation. Merci donc d'être avec nous ce soir. Nous, c'est-à-dire Willy Kalinga, pour le compte du journal Géopolis, spécialisé dans les questions économiques. À sa droite, Eric Chikouma, qui est responsable du site économique Zoom économique, je crois. Et tout près de moi, Jérôme Sekana, patron de l'agence Galaxy Media. Merci Jérôme. Merci donc à vous tous, chers confrères. Vous le savez, sans paix et sans sécurité, il ne peut y avoir d'investissement possible. Voilà donc pourquoi, et pour des raisons évidentes, je propose deux étapes dans cette émission. D'abord, les questions liées de manière assez rapide, les questions liées à la paix et à la sécurité dans la région des Grands Lacs, et puis l'examen de possibles investissements dans cette partie du continent africain. Merci donc, une fois de plus, Monsieur le ministre, cette conférence est la conséquence, je le disais tout à l'heure, de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région des Grands Lacs. Est-ce que vous pouvez nous en justifier le contexte et les retombées possibles pour les pays de la région? Merci. Je commence
commencerai par dire que la date qui a été retenue pour la tenue de cette conférence n'est pas fortuite. Il vous souviendra que l'accord cadre a été signé le 24 février, il y a 3 ans. Donc cette conférence est tenue à son nom-ci pour à la fois constituer une sorte d'interpellation, une fois encore, des signataires au respect des engagements qu'ils ont souscrits en signant cet accord cadre. Accord cadre qui a pour objectif de créer les conditions non seulement du retour de la paix dans notre région, mais les conditions d'une paix durable, les conditions de la stabilité dans la région et les conditions d'une prospérité partagée dans la région. Cette conférence entre dans le cadre de la vision des signataires et chefs d'État de la région qui étaient convaincus que pour que nous puissions consolider la paix et créer les conditions de la stabilité, même s'il est vrai que la pauvreté n'est pas nécessairement la cause des conflits que l'on a connus, la pauvreté constitue un terreau fertile sur lesquels prolifèrent les facteurs d'instabilité. Et donc, créer un cadre qui permette aux investisseurs de venir participer aux efforts de développement qui sont développés dans le pays, de manière à ce que la paix et le développement économique allant de pair, nous puissions offrir des perspectives heureuses aux populations de la région. Oui, c'est vrai, mais est-ce que sur le plan sécuritaire, depuis lors, on a évolué? Puisque vous savez, tenir une conférence comme celle qui va se tenir dans quelques heures, en présence des investisseurs, en fait, vous savez que cette catégorie de gens n'aiment pas le bruit des bottes. Est-ce qu'on a évolué sur le plan sécuritaire pour appeler les gens à venir investir dans la région? Bien, disons qu'on a évolué, mais bien entendu, il y a l'émergence de nouveaux foyers de tension qui préoccupent du point de vue de la sécurité. Mais globalement, quand on voit où on en était il y a quelques années, la situation s'est fortement améliorée. Vous savez, moi, je me plais à souligner le fait qu'il y a quelques années, quand nous allions dans les réunions régionales ou internationales, dans le domaine sécurité, pratiquement 90% du temps était consacré à la région des Grands Lacs et singulièrement à la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, de plus en plus, ça ne représente plus qu'un petit entrefilet parce que tout le monde reconnaît que la situation s'est beaucoup améliorée. Nous avons encore des défis que nous devons relever, notamment en ce qui concerne la finalisation du processus de neutralisation de forces négatives. Nous avons de nouveaux défis, notamment la situation que nous connaissons aujourd'hui dans un pays frère, en l'occurrence de Burundi. Nous voyons la situation en République centrafricaine aller vers l'apaisement avec les élections qui viennent de s'y tenir. Quand nous regardons globalement, nous pensons que la situation évolue favorablement. Willy, sur la question, vous avez... Merci, mais je pense que je vais directement aller aussi aux questions d'investissement, mais en restant sur la sécurité. Monsieur le ministre, je crois que la question est adressée à tous les invités. Les chefs d'État, quand ils se sont réunis à Lusaka, ils avaient décidé de mettre en place un certificat pour l'exportation des minéraux. C'était une manière de combattre l'exportation illicite des ressources naturelles, qui est d'ailleurs une source principale de l'instabilité dans la sous-région. Alors, parce qu'on remarque aussi que la carte de la minéralisation de notre pays correspond de manière curieuse à la carte des conflits. Parce que les minéraux et les conflits sont des cousins. Alors maintenant, je voudrais savoir, jusqu'à ces jours, on a remarqué que ce certificat ne parvient pas encore à décoller. On a présenté des spécimens, mais les pays ne le respectent pas. On continue toujours à découvrir des filières illicites d'exportation des minéraux. Est-ce que c'était de la cosmétique ou bien il y avait vraiment derrière ça une vraie volonté? Oui, alors, qui prend la parole? Là, nous sommes déjà dans la thématique de la conférence, où il aborde déjà la question sur les minéraux. On ne sait pas qui prend la question, peut-être professeur? Merci bien. Je ne crois pas que ça puisse être de la cosmétique parce que des chefs d'État et de gouvernement ne peuvent pas se réunir comme ça à Lusaka en décembre 2010 et adopter une grande déclaration de haute portée politique mais aussi économique, comme vous venez de le souligner. Et dans cette déclaration, ils ont retenu un certain nombre d'instruments, d'outils contre la lutte de l'exploitation illégale des ressources naturelles. D'ailleurs, la déclaration elle-même est intitulée
déclaration sur la lutte de l'exploitation contre l'exploitation illégale des ressources naturelles. Certes, la certification régionale est un des instruments majeurs et nous l'avons fait selon les normes de transparence et de la traçabilité de l'OCDE, mais il y a aussi d'autres instruments à côté. Il y a la formalisation du secteur minier, il y a l'harmonisation des législations, il y a la banque de données, il y a également des instruments d'audit. Je peux dire que nous sommes très avancés, peut-être il y a un problème de communication, parce que la République démocratique du Congo, qui a été le premier pays à lancer le certificat régional, en a déjà produit plus de 1600, suivi du Rwanda, à peu près 200, qui correspondent à des sites miniers certifiés conformes, donc qui sont situés dans des zones de non-conflictualité. Et comme le ministre Tshibanda vient de le souligner, on est en voie de stabilisation, ce qui fait que le nombre de sites verts va aller en augmentant. Je pourrais dire aussi que le mécanisme d'alerte rapide, avec la participation de la société civile et des femmes, est en voie également de consolidation. Enfin, je ne vais pas aller en détail, mais je préfère aussi que M. Didit puisse probablement s'ajouter quelque chose. Oui, M. Djinit. Oui, enfin, sur la question de l'exploitation illégale des ressources naturelles et des ressources minières en particulier, je ne peux pas ajouter plus que ce que le professeur Louaba a dit sur la certification régionale dans le cas de la CIRGL, qui est un instrument important. Il y a d'autres instruments internationaux. Et évidemment, nous essayons de joindre nos efforts pour aider les États de la région et les entreprises pour travailler dans des cadres responsables. En fait, comme vous savez, cette conférence s'inscrit dans la ligne générale des investissements responsables. Ça veut dire qu'il faudrait que ce soit des investissements qui profitent aux populations et qui profitent aux États. Le secteur minier a été largement sous-utilisé parce qu'il n'a pas été profitable au gouvernement, compte tenu des circuits illicites qui affectent ce secteur. Il n'a pas profité toujours aux populations. C'est pour ça qu'il est important d'organiser, et le professeur Louaba s'est référé à la formalisation du secteur minier comment on l'appelle, le secteur minier artisanal. Artisanal, il est important de le formaliser pour que les populations profitent pleinement des ressources naturelles de cette région. Oui, vous avez encore des questions sur le secteur minier? Je voulais une question complète. Ok, qui termine d'abord, puisque c'est lui qui a... Sur ce secteur, parce que évidemment l'accord cadre a donné à plusieurs signataires des responsabilités, et nous nous rendons compte, c'est de notre point de vue à partir de la RDC, hein, peut-être qu'on a une vue d'esprit peut-être brillée, mais nous nous rendons compte quand même que c'est comme si c'était un accord cadre qui a été signé essentiellement pour l'agenda RDC. D'autres pays signataires ne font pas ce qu'ils devaient faire. Alors je m'adresse vraiment à M. Djinit par rapport à cela. Quelle est la lecture que vous en faites? Écoutez, si la RDC honore ses engagements dans le cadre de l'accord cadre, moi je trouve que c'est une très bonne chose. Je crois que c'est une matière, une source de fierté pour les Congolais, d'être perçus comme un pays, un peuple qui honore les engagements qu'ils ont pris de façon souveraine. C'est la conviction que vous en avez aussi? C'est un pays qui fait des efforts, en tout cas significatifs, pour honorer ses engagements. Mais les engagements sont aussi au niveau régional et au niveau international. Et donc nous tenons, et le ministre Tshibanda tout à l'heure a commencé par dire que c'est un rappel de nos engagements individuels et collectifs. Cette conférence, c'est le 3e anniversaire de la signature de l'accord cadre, et je crois qu'au-delà du signal important que nous donnons pour dire que la région des Grands Lacs, qui a attiré il y a encore quelques décennies, quelques années, l'attention de la communauté internationale par rapport aux crises, aux conflits, aux génocides qui s'y déroulaient, aujourd'hui, elle-même souhaite attirer l'attention, mais cette fois-ci des investisseurs. Parce que c'est une région qui dit, nous avons évolué, je suis d'accord avec le ministre Tshibanda pour dire que, franchement, on ne peut pas jeter le même regard. On ne peut pas continuer à jeter le même regard sur cette région qui a évolué. J'ai accompagné cette région depuis les années 90.
Et j'ai été témoin avec d'autres aux crises qui ont secoué cette région. Aujourd'hui, force est de constater que nous avons évolué. Il y a encore des défis. Il y a encore des poches d'instabilité ici et là. Il y a des problèmes de gouvernance qu'il faut traiter. Mais globalement, la région a évolué dans la bonne direction. C'est l'histoire du verre à mi-plein ou à moitié vide ou à moitié plein. Cette conférence, nous voulons dire que la région est à moitié plein. Nous voulons remplir davantage le verre de la région des Grands Lacs. Voilà, merci beaucoup, M. Djinit. Nous restons dans le secteur minier avec vous, Jérôme. Oui, en tout cas, tout ce que la communauté internationale a réalisé, y compris notre gouvernement, les résultats sont là, il faut consolider les acquis. Mais est-ce que vous essayez de regarder un peu plus loin? Il s'est ouvert hier à Barcelone, en Espagne, la grande conférence des exploitants et des fabricants de la téléphonie mobile. Et vous le savez, on a toujours déploré les minéraux de sang, notamment les colombo-tantalite, le coltan. Est-ce que vous avez dépêché une équipe dans cette grande rencontre mondiale pour sensibiliser ceux-là qui continuent à exploiter dans la clandestinité et qui continuent à investir dans les sangs au lieu de passer par des grandes portes, contacter les gouvernements et exploiter